Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, le match qui oppose toutes les semaines Tapiro à Tapiro. Franck, Mickaël, sommaire. Qui veut casser Castéra ? C'est la question qu'on va se poser cette semaine. Voilà, à cette rentrée, nous avons les chiffres des revenus des clubs, des dépenses et des marges principales. Le coup de cœur de la semaine avec une jeune start-up française, Club Legacies. Voilà, avec une marque, le Coq Sportif, qui vient d'habiller et de lancer la collection pour les athlètes aux Jeux Olympiques. Messieurs, place à l'émission. De polémique en faux pas, de maladresse en scandale, Amélie Oudéa-Castéra est encore dans la tourmente. Scolarisation de ses enfants dans un établissement controversé, émolument jugé excessif à la FFT, critique de l'école publique qui ne passe pas. Et aujourd'hui, un rapport parlementaire épingle la double ministre en étrillant les instances du sport. Messieurs, stop ou encore ? Mais écoutez, en France, en télé, on connaissait dans les années 70 plusieurs feuilletons. Il y avait l'homme du Picardie, Arpad Le Tzigane. Dans les années 2020, on a Oudéa-Castéra et la vie compliquée d'une ministre. C'est incroyable ce cumul de mandats. Ça fait quand même des semaines et des semaines. Malheureusement, en plus, on l'aime bien, mais elle cumule les fautes de communication et les fautes de sens en politique. Cumul de mandats, mais aussi cumul de mandats. Hein. En fait, entre-temps, elle était simplement ministre de la jeunesse, des sports, jeunesse, sport, Jeux Olympiques et Paralympiques, et maintenant elle est tout simplement ministre de l'Éducation nationale. Donc déjà, elle n'arrêtait pas de prendre des tartes à la crème dans sa première fonction. Aujourd'hui avec l'Éducation nationale, et on l'a vu avec le scandale, avec ce qui s'est passé autour de Stanislas, elle se met un peu en danger. Oui, en fait, elle n'est plus ministre des Sports, elle est vraiment ministre décathlon, tant elle a des preuves à affronter. Alors, notamment avec ce rapport incroyable, mais finalement qui nous ne surprend pas avec Mickaël, je pense que là on va être d'accord, qui est de raconter en fait quelle est la vérité de ce qui se passe réellement dans les fédérations, entre les harcèlements sexuels sur lesquels bien entendu on a mis plus qu'un mouchoir mais un drapeau, on a effacé toutes les problématiques d'argent alors qu'il y a des salaires absolument honteux, surtout quand on regarde les résultats de certaines fédérations, pour pas dire le tennis qui n'est pas sans... Alors moi je me porte le passé de Oudéa-Castéra à cette fédération. Sans défendre, mais en tout cas, pour revenir un peu dans le contexte, je trouve que ce rapport est très orienté, très instrumentalisé, très militant à l'encontre de la ministre et évidemment de son gouvernement et du président Macron. Je trouve que quelque part c'est une deuxième bataille dans la bataille. Déjà qu'on traite dans le monde du sport le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la gouvernance, parce que n'oublions pas que le sport français est régi par une gouvernance qui date du général de Gaulle, extrêmement pyramidale, où quelque part on a mis d'un point de vue militaire toutes les fédérations sur un mode de fonctionnement et de gouvernance qui est extrêmement vertical. Oui, mais d'accord, mais on ne peut pas oublier le déni généralisé que stipule d'ailleurs ce très bon rapport. Je ne parle pas de l'instrumentalisation. L'omerta, le déni, l'entre-soi. Mais enfin, c'est un scandale. Moi, je l'ai vécu en tant que conseil de grande fédération, à part une exception qui confirme souvent les règles, celle de l'escrime, où c'est vraiment une des plus belles fédérations que j'ai jamais rencontrées. Mais en revanche, dans toutes les autres qu'on connaît, le sport roi, le sport reine et le sport princier, on sait très bien que ça se passe toujours de la même façon. Et si on remonte en plus aux années 70-80, n'en parlons pas. Donc au moins, ce dossier, même si ce dossier ne propose aucune solution. Ah non, mais il est là pour révéler. Non, mais il est là pour révéler des problèmes. Mais des problèmes finalement. Aucune. Moi, ça m'a pas surpris. Toi non plus. Toi non plus. On connaît très bien les problèmes du sport. On gueulait un petit peu tout seul pendant des années. La chance, là, c'est que là, on va être un peu moins seul. Donc, quand on enlève l'instrumentalisation politique, on peut être d'accord, gardons l'essentiel. Tous les faits sont avérés et depuis des années. Donc, il faut que ça cesse. Surtout, il faut que ça se transforme. Demain, on attend des solutions pour réformer nos fédérations. Parce que sans réformer les fédérations, on ne pourra pas avoir les 30 minutes de sport par jour. On ne pourra pas avoir une nation sportive, même après les JO. On reviendra dans nos mauvais travers. Amélie Oudéa-Castéra n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années dans le monde du sport et cette protection effectivement de certaines fédérations. Ceci dit, en ouvrant le champ et en ayant une nouvelle étiquette avec l'éducation nationale, elle risque, dans une période pré-olympique qui est extrêmement sensible politiquement, de se prendre encore plus de coups. À elle d'être responsable de l'avenir du sport français. Et là, tout le monde l'attend en tournant. Voilà pour ce rapport volcanique.
Football, on va parler gros sous. Publication ce matin pour la 8e édition d'un rapport dédié au business des clubs de football professionnels sur la saison 2022-2023 et en particulier sur la masse salariale des top clubs. Messieurs, les enseignements. Ce tableau est éloquent. Alors si on peut le retrouver, il est éloquent parce que ça dépend en fait du cycle de vie d'un club. Hein. On le sait, il y a des clubs qui sont toujours pérennes, qui sont toujours au top. Là, il se trouve que les deux premiers, PSG et Barcelone, étaient ceux qui n'avaient pas forcément les meilleurs résultats. Il se trouve que Barcelone, à la fin de la saison 2023, a quand même été championne d'Espagne. PSG, champion de France, mais c'est énormément de dépenses par rapport à Manchester City qui a gagné en Champions League. Oui, mais c'est énormément de bénéfices parce que je vois également que le FC Barcelone arrive en tête avec 304 millions d'euros de bénéfices. Oui, mais quand même, ils dépensent énormément. Et en fait, je me dis que Barcelone et PSG, ils dépensent pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis eux-mêmes dans une surenchère. Et ça fait des années que ça dure. D'ailleurs, les deux étaient les clubs qu'on opposait le plus ces dernières années en Champions League. Malheureusement, pour les deux, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Un peu plus pour Barcelone que pour PSG, il faut le reconnaître, parce qu'à part des championnats d'Europe en France, des championnats de France, on n'a pas été champion d'Europe une seule fois. Donc là, il y a un vrai problème, c'est que est-ce que c'est possible, et ça c'est une vraie question, de baisser ses dépenses avec une telle ambition ? Et c'est ça aujourd'hui, le piège dans lequel se sont mis les deux clubs. Parce que ça pourrait être, on va dire, un piège positif si les résultats, au moins un ou deux, étaient là. Là, il n'y a pas de résultat. Donc ils vont devoir tout changer. Tout changer, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'ils sont capables de baisser leurs dépenses ? Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut baisser les dépenses et avoir les mêmes objectifs ? Moi, c'est ce que je pense depuis le démarrage, parce que ce n'est pas l'argent qui fait gagner. On le sait très bien. Voilà, c'est le management. C'est vrai. Et si on revient maintenant aux chiffres, la hausse des revenus, le classement, c'est d'abord le Real avec 830 millions d'euros, c'est 16% de plus que l'an dernier. Le deuxième, c'est Manchester City, qui est le champion d'Europe avec 826 millions d'euros. Et le troisième, c'est quand même le Paris Saint-Germain en termes de revenus avec 801,6 millions d'euros. Petit clin d'œil à Jean-Claude Blanc, qui, il y a encore un an, était le directeur général du Paris Saint-Germain et qui a présidé à ce résultat qui est assez formidable. On va dire que Enfin, assez formidable, mais ils ont fait 109 millions de pertes après impôts, donc encore une fois dans le rouge. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'au moins on a un titre, champion d'Europe des pertes. Donc ça, au moins le champion d'Europe des pertes, on le sait, champion d'Europe des dépenses, sans avoir les titres en face, on le sait. Donc attention, on a quand même des titres au PSG. C'est un peu injuste, je trouve, le procès qu'on leur fait. Voilà. Un peu de cynisme ne fait jamais de mal. Voilà pour la masse salariale publiée cette semaine. Connaissez-vous Club Legacies ? C'est une jeune start-up française montée par deux jeunes entrepreneurs, Noé et Balthazar. Ils ont à peine 24 ans. C'est une boîte qui commercialise des objets aux couleurs des grands clubs. Et ils ont fait vraiment une action incroyable, c'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà, alors avant même de rentrer sur le coup de cœur de la semaine, qui est formidable, qui est, si on peut s'exprimer ainsi, un très très bon rebond. Ils ont d'abord contacté les plus grands clubs de football pour proposer des produits collector, qui s'adapteraient à des cartes, à des objets un peu rares, un peu collector. Et là, aujourd'hui, en fait, ils ont été extrêmement pertinents et ils ont fait preuve d'une audace absolument incroyable, Franck, parce qu'ils sont allés voir un grand champion qui s'appelle Kyrie Irving. Et ce Kyrie Irving, ils lui ont proposé justement un ballon, mais pas n'importe quel ballon. Plutôt que d'arriver avec un ballon de basket traditionnel, ils ont fait ce qui s'appelle un ballon de basket artistique, où ils ont dessiné, et on peut le voir à l'image, une fresque, une œuvre incroyable. Et quand on regarde certains détails, on peut voir au milieu 3 signes qui sont les signes de ce qu'on appelle l'union sacrée entre les 3 religions monothéistes. On voit une croix, on voit un croissant et une étoile de David. Voilà, alors on peut les voir aisément sur ce ballon que nous avons la chance d'avoir sur le plateau. Ouais, c'est un collector, les 3 religions monothéistes. Alors, on parlait d'un bon rebond pour une raison bien précise, c'est que Kyrie Irving, après les événements du 7 octobre, a un peu dévié de sa route. Il a été d'ailleurs puni par les Brooklyn Nets. Il a pris 5 matchs de suspension sans être payé. Et là, c'est la rédemption. Et là, on est passé justement grâce à l'opération de Club Legacies avec une proposition qui est formidable et qui est en fait une sorte de collection capsule au sein de Club Legacies où on va proposer 2000 ballons en vente à $99 et l'intégralité des revenus de ces ventes seront adressés à une association caritative que parraine Kyrie Irving. Donc encore une fois, la boucle est bouclée, c'est formidable et en 2 mois, on est passé de quelqu'un qui avait des idées un peu particulières à une démarche extraordinaire et une rédemption absolue. Oui, mais justement, je trouve que Club Legacies, encore une fois, start-up française, 2 entrepreneurs français de 24 ans, ils ont inventé le panier à 30 points.
Pourquoi 30 points ? Parce qu'on voit bien que c'est pas uniquement un panier à 3 points, cette histoire. Il y a tellement de tiroirs dans cette affaire que c'est fabuleux. D'abord, parce que la rédemption ne vient pas de Kyrie Irving lui-même. On lui a proposé justement de lui tendre la main avec ce ballon pour lui permettre de reprendre et de rebondir de façon positive par rapport à ses propos qu'il a regretté depuis. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. C'est peut-être l'occasion d'aller voir la vidéo. Ouais, voyons ça en images. Oh yeah, no, yeah, it's a basketball I designed from an omnis perspective, has different symbols from different religions, different cultures, and says one tribe, one family around the sun. And Club Legacies helped me build it and create it. It's got me in the middle with, some of the symbols around it, and just want to promote healthy relationships and utilize basketball as a unifier as it is. And, it's crazy timing that we're in 2024. I think we need more unity amongst different races and walks of life. And I just thought I'd use basketball as a bridge. C'est vraiment un coup extraordinaire, hein. Il faut vraiment se mettre dans le contexte. C'est une grande star de NBA aux États-Unis, le plus grand championnat de basketball du monde. Et là, c'est une petite start-up qui vient de se lancer, hein, qui a eu le culot et l'audace d'aller le rechercher, de faire ce deal, de proposer ce genre de ballon. Et puis, encore une fois, on a un ballon formidable, d'ailleurs, que je transmets. Et ça devrait faire jurisprudence, parce que je n'ose même pas imaginer, quand on fait des produits collector, ce genre d'opération auprès des joueurs de foot, auprès des joueurs de rugby, que sais-je. C'est pas uniquement qu'un ballon de basket, pour moi c'est la planète. Et en fait, la symbolique magnifique qu'a trouvé Club Legacy, c'est de montrer que finalement, on est tous un, on est tous unis, on est tous regroupés, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau. C'est un message d'unicité, un message qui montre qu'il y a one tribe, ça veut dire une tribu, un peuple, c'est le peuple des humains. Universel. Et donc quand on est le peuple des humains, et quand on sort justement d'une punition comme celle qu'il a subie, je trouve ça formidable, tout d'un coup, grâce à un objet sportif, mais qui devient un objet, pour moi, contemporain, totalement collector, de montrer finalement au monde entier que voilà, la planète, ça tient à ça tient plein d'idées, plein de couleurs, plein de religions, mais in fine, on n'a qu'un peuple. Alors je suis d'accord avec ces arguments, mais qui de mieux qu'un des fondateurs qui s'appelle Balthazar Brousseau pour pouvoir nous parler de cette opération ? On a la chance de l'avoir à l'antenne. Bonjour Balthazar. Hello Balthazar. Bonjour à tous, bonjour. Merci de me recevoir. Bon, franchement, bravo pour cette opération formidable, très très rare pour une start-up française, dans un contexte américain. C'est parti de quelle idée de se retrouver avec un ballon totalement customisé, adressé à un grand champion de NBA ? En fait, au départ, à l'origine même, nous, vous l'avez dit tout à l'heure, on a 24, 25 ans, 26 ans plus précisément. On vient de la génération poster, la génération produits à collectionner. On a grandi avec les images de nos sportifs sur les murs de nos chambres, nos sportifs préférés. On a grandi avec les cartes Panini. Donc, on fait partie de cette génération-là. On est des fans absolus de sport. Et on a toujours trouvé qu'il manquait quelque chose dans l'univers des produits à collectionner de sport, quelque chose qui vienne directement de l'athlète qui s'adresse à ses fans. Et donc, on a pensé avec Noé, mon associé, à aller contacter les athlètes en direct, les clubs aussi, pour créer avec eux, en collaboration directe avec eux, pour leurs fans, leur gamme de produits à collectionner. Et il se trouve que il y a quelques semaines, on a sorti une collaboration avec Raphaël Varane, le champion du monde français, et depuis quasiment 2 ans, on était en discussion avec l'équipe de Kyrie Irving, justement, et on attendait le bon timing pour sortir ce qui est le plus grand coup depuis le début de l'histoire de la jeune histoire de Club Legacies, c'est-à-dire cette collaboration avec un des plus grands basketteurs actuels en NBA, champion NBA, champion du monde, champion olympique, All-Star. Enfin voilà, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un grand moment dans l'histoire de Club Legacy. Balthazar, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que, encore une fois, pour Varane, c'est un grand champion français, il y a une proximité, il y a des agents, on connaît son sponsor. Mais là, Kyrie Irving, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir non seulement le rencontrer, le toucher, et surtout pouvoir suffisamment échanger pour que vous puissiez faire cette collection capsule ? En fait, la chance qu'on a, et je ne sais pas si c'est la chance de la jeunesse et l'insouciance de la jeunesse, c'est qu'on ne craint pas grand-chose. Donc, quand on veut vraiment les choses, on tente tous les moyens possibles. On savait que pour contacter des athlètes de ce calibre-là, il y avait plusieurs possibilités. On sait qu'il y a toujours un écosystème autour des sportifs, la famille, les agents, les amis. Donc, on a mappé tous les gens qu'on voyait autour de Kyrie Irving et autour de beaucoup d'autres sportifs. Et finalement, en passant par la directrice de son association caritative, de sa fondation, dont on a trouvé le mail sur Internet, mais vraiment en faisant des recherches dans les fins fonds d'Internet,
et en lui envoyant le bon message, avec le bon hook, avec la bonne proposition, elle a trouvé qu'il y avait un intérêt à nous présenter à son agent qui est aussi sa belle-mère. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, en proposant quelque chose de créatif, de caritatif pour l'association de Kairi, qui soit bon pour son image, et en même temps, Kairi, qui est à la fois un artiste sur le terrain, qui est un des basketteurs les plus créatifs sur le terrain et en dehors, qui fait de la peinture, qui fait de la photo. Enfin, le fit était parfait, et donc on a eu cette chance-là, et cette chance provoquée, mais en tout cas d'avoir quelque chose qui collait au millimètre près avec ce que Kairi aime faire en dehors du basket. Justement, moi je vais revenir sur la création et sur l'œuvre d'art, parce que pour moi c'est une œuvre d'art, et sincèrement, à part le coup de génie, il est magnifique ce ballon. Quel est l'artiste qui a dessiné ça? C'est du graphe? C'est un peintre? Il fait quoi? Parce que je trouve ça juste sublime. C'est hyper sympa. Je l'ai aussi dans les mains. C'est vrai. On est aligné. Le ballon, il part d'une peinture de Kyrie Irving. Donc c'est ça en plus vraiment la force du projet, c'est que Kyrie nous a envoyé plusieurs peintures, plusieurs dessins qu'il a réalisés dans son atelier en parallèle de sa carrière de joueur de basket. Il nous a envoyé des choses, il nous a envoyé les signes justement, les symboles religieux, en nous expliquant ce qu'il avait envie de faire passer comme message. Et derrière ça, on a créé, nous, avec nos équipes de graphistes, d'artistes en interne, cette composition, en faisant apparaître les signes religieux, vraiment tous à égalité, c'est-à-dire chacun font la même taille, chaque signe fait la même taille, aucun symbole ne dépasse l'autre. Et à côté de ça, on a ajouté aussi 2 symboles qui sont ultra fédérateurs et universels, qui sont le symbole Peace and Love et un cœur, qui sont vraiment 2 symboles universels d'amour, d'unité, de paix et de tolérance. Quel message qu'on avait envie de faire passer derrière ça. Très bien. Balthazar, merci beaucoup et encore une fois bravo pour cette audace. C'est qui le prochain? C'est qui la prochaine star? Alors, sans dévoiler de secret. Voilà, sans dévoiler de secret, le prochain athlète sera un ballon d'or qui joue encore actuellement et voilà, qui a gagné le ballon d'or dans les 10 dernières années. Donc je vous laisse faire vos okay. Bon, merci beaucoup et encore bravo. Bravo. Séquence mode maintenant, découvrez la tenue officielle de l'équipe de France des Jeux 2024. J'enlève mes lunettes, trop mal aux yeux là, j'essaigne. La collection signée du créateur Stéphane Hopfol pour le coq sportif inclut des tenues de compétition, d'entraînement et de représentation, 150 000 pièces pour 900 athlètes présents. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? C'est votre goût? Encore une fois, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D'ailleurs, j'en ai profité, sachant qu'on parlait du coq sportif d'ailleurs, de porter un produit du coq sportif qui a été une collection de notre chère école Sports Management School. Alors, on est tout en sobriété ici. Sincèrement, pour ce que je vois sur les tenues des athlètes aux Jeux Olympiques, j'ai les yeux qui saignent. C'est absolument hideux. Je trouve que, effectivement, un créateur de mode qui sort ce genre de choses, c'est absolument abominable. Il n'y a pas de sobriété. Je ne vois pas de ligne directrice, de ligne artistique. Et pourtant, on est sensible à ce genre de produit. Mais typiquement, est-ce qu'on imaginerait acheter ce genre de produit pour aller faire du sport? C'est absolument impensable. Je pense que si vous avez fait du sport avec une tenue comme ça au Bois de Boulogne, vous vous faites tirer à vue par les chasseurs. Sincèrement, au démarrage, quand je l'ai vu, j'étais un peu circonspect. Après, je me suis dit, finalement, ça ne va pas toucher forcément les sportifs, mais les millions et les millions et les millions de gens qui vont regarder et qui vont voir on va dire des tenues de fête. Ça fait années 80, ça fait un peu les Jeux de Los Angeles. Ah non, mais Franck, je suis désolé. Années 80, il y avait le fameux survêt Adidas en peau de pêche, en faute de pêche, voilà. Où on laissait derrière la fermeture éclair, mais quelque part, ça se portait plusieurs années. Là, ce truc-là, j'ai l'impression qu'on va les brûler. En revanche, il faut qu'on aille un peu plus loin parce que je préfère les tenues de l'handisport. Elles sont beaucoup plus sobres. Elles ont bleu, blanc, rouge qui représentent un peu plus le côté sportif de haut niveau, un peu plus esprit compète. Là, c'est vrai qu'ils y ont été, peut-être aussi, parce qu'ils ne s'attendent pas à avoir une avalanche de médailles, donc ils se sont dit, allez, on va avoir le côté festif, le côté Coubertin, soi-disant, qui est l'important, c'est de participer, ce qu'il n'a jamais dit. Ça, on y reviendra plus tard. Ce qui m'inquiète, c'est ça fait un peu une tenue de participation. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est que les tenues sportives sont vraiment à cacher, alors que les tenues pour défiler, on a vu que c'était un accord avec une entreprise de LVMH qui est magnifique. Donc j'espère qu'on va aussi briller sur le terrain. Espérons qu'on fera un peu plus compète, un peu plus gagnant que les tenues un peu plus légères qui sont faites normalement, on va dire, pour le grand public. Voilà pour la séquence mode. Question, on l'a appris cette semaine, où Carlos Alcaraz range-t-il ses raquettes, ses shorts, ses polos et ses tennis? Dans un vestiaire à roulettes
portatif. C'est-à-dire une malle. Une malle, mais pas n'importe laquelle. There's a part of my mind that searches for perfection. The ability to slow down time, to analyze each moment with precision. Qualities that we share is elegant. I like to play with elegance on the court. It's not just about hitting the ball, it's about understanding the spaces in between. In those spaces, the future of my career takes shape. This trunk is really beautiful and it's unique. The t-shirt, that I won Wimbledon with, and one trophy that I won when I was 10 years old. This Air Force One, with Louis Vuitton, it has a lot of things that define me very, very well. Messieurs, prix de cette malle, 150 000 €. Vous achetez ? Mais il faut crédit. Un crédit sur le long terme à 30 ans, c'est pas mal. Mais bon, avoir l'usage, d'abord, il faut avoir le talent d'Alcaraz. Et puis, même si on veut porter autre chose, c'est quand même quelque chose. Non, je trouve ça événementiel. Et encore une fois, on en a parlé depuis longtemps. C'est ici. le deuxième fil rouge. Oui, LVMH Le arrive groupe à quand même LVMH. s'intégrer dans un sport comme le tennis en tirant son épingle du jeu, en montrant que c'est aussi l'âme du voyage. Voilà pourquoi Alcaraz qui fait que voyager, il y a une logique dans l'ADN de la marque avec le joueur international. Moi, je trouve ça plutôt bien fait. Maintenant, évidemment, c'est pas fait pour nous. Vraie cohérence du groupe, sponsor des Jeux Olympiques Paris 2024. Vraie cohérence des marques, Berluti avec l'équipe de France, LeBron James avec la dernière campagne. Et quelque part, alors je ne sais pas s'ils y ont pensé, mais c'est un vrai clin d'œil. C'est-à-dire que entre 1924 et 1928, en France, on a connu les Trois Mousquetaires. Et figurez-vous que un des membres des Trois Mousquetaires s'appelait Lacoste, et il avait fait un pari avec Borotra en disant voilà, si je gagne l'US Open, tu vas m'offrir cette malle en croco. Et il se trouve juste que cette malle en croco, alors il a gagné l'US Open, Borotra lui a offert la malle en croco, et cette malle en croco a été le premier emblème de sa marque Lacoste. C'est ça. D'accord, vu qu'on a un crocodile. Donc quelque part, il y a un lien très fort entre l'univers du luxe, l'univers du super luxe et le sport. Et LVMH la joue très très bien. Il faut savoir qu'en plus, Lacoste était appelé le crocodile sur les cours parce qu'il ne lâchait rien. C'est clair. Donc il y avait, encore une fois, dans l'ADN, c'est beau de voir qu'il n'y a jamais de hasard dans les C'est marques. clair. Voilà pour cette malle à 150 000 €. Le 14 janvier dernier, une délégation de champions de très haut niveau ont pris la direction de Auschwitz pour un voyage mémoriel. Ouais, les émotions, elles sont multiples, elles sont violentes, ça me broie le ventre. C'est de me dire que l'humain est capable de telle atrocité, c'est quelque chose qui me laisse sans voix et dont j'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus. Et puis c'est la grandeur de ce lieu et ce vide un peu. C'est quelque chose qui est assez troublant et marquant. Et le froid, de se dire que eux, ils étaient là en pyjama, qui devaient travailler de force pour survivre, c'est des choses qui sont bouleversantes. Là, on venait sur place, on matérialisait un peu, on peut matérialiser un peu ce qui s'est passé, on peut en tout cas l'imaginer, parce qu'on voit il y a une structure, il y a des choses vivantes qui sont là. Et puis, on écoute ces histoires et on se dit c'est invraisemblable, c'est juste impossible que ça existait, mais pourtant ça existait. Donc là, on le matérialise, on le voit et on se dit ça s'est passé à cet endroit. Les impressions, mais surtout, c'est les interrogations. C'est de la poser la question pourquoi ? Pourquoi on décide, on choisit un peuple et on décide de le décimer, pourquoi ? C'est un devoir, quoi. C'est un devoir quand tu as l'occasion de te rendre ici, sur les lieux de l'apocalypse, de l'inhumanité, de ce qui s'est passé de pire à travers les siècles. Tu viens et puis tu te recueilles sur dans cet endroit qui a été l'enfer sur terre. Donc pour moi, c'est pas négociable, c'était obligé que je vienne ici. Ce voyage, j'étais présent avec ces athlètes, avec ces cadres aussi de fédération. Il y a eu des sports qui ont été très très bien représentés, notamment le basket et le rugby. C'est un voyage formidable, c'est un voyage qui permet d'être dans la clarification de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Shoah. C'est important aujourd'hui d'avoir une traçabilité historique de ce que c'est que vraiment un génocide, de ce que c'est qu'une Shoah. Et les athlètes, qui sont des gens extrêmement sensibles et très pragmatiques, ont été profondément touchés
par ce voyage. Les témoignages ont été formidables et même, je dirais, dans les espaces où on avait le temps de discuter, souvent les silences parlaient plus encore que les mots. Il faut dire que voyager à Auschwitz, moi je l'ai fait mais en été, mais en hiver, où tout le monde était bien couvert alors qu'il faisait, je sais pas, moins 20 dehors. Et on a vu les témoignages, sachant qu'au même moment, il y a 80 ans, toutes les personnes qui étaient emprisonnées à Auschwitz avaient un petit pyjama rayé. Ça vous donne aussi, quand vous êtes sur les lieux, toute la dimension de ce que représente cet endroit, même 80 ans plus tard. Et en fait, c'est un endroit qui vous aide à vous remémorer et à transmettre derrière. Ce qui est intéressant d'avoir les sportifs, c'est qu'ils pourront transmettre avec leurs mots, avec leurs émotions, ce qu'ils ont vu. Ouais. Et Dieu sait si ce qu'ils ont vu est énorme aux jeunes générations, sachant qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gap, on le voit dans le monde entier, avec plus de 50% des jeunes Américains qui sont diplômés, hein, des universitaires, qui estiment que finalement la Shoah n'a pas existé. Ouais, et alors on a eu la chance énorme d'être accompagné par un champion qui s'appelle Léon Levkovitch, qui a 93 ans et qui avait 13 ans pendant son séjour à Auschwitz-Birkenau. Il a réussi à s'en sortir. Figurez-vous que 3 ans après son séjour à Auschwitz-Birkenau, il a été champion de France d'haltérophilie. Et c'est un message extraordinaire de résilience. Et c'est même plus que ça, puisque je crois qu'on peut annoncer qu'on a obtenu de haute lutte le droit qu'il puisse participer. Michael ? Oui, au parcours de la flamme olympique. Et ça, c'est vraiment le plus beau des symboles qu'on puisse avoir. Voilà pour ce voyage mémoriel. C'est la fin de cette édition de Smart Sport. Messieurs Tapiro et messieurs Tapiro, merci et rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci. À bientôt.